Bongondia et bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Vous dites merci, j'ai juste dit bonsoir. Hein, mais on va voir si vous allez me remercier après. J'espère que vous serez toujours aussi aimable que vous l'avez été depuis le départ et comme vous l'êtes quotidiennement, parce que c'est quelque chose qu'on doit vous reconnaître. Moi, je vous connaissais en tant que basketteur et c'est vrai que votre évolution prête toujours à réflexion. Ça donne de la fierté, ça donne de la joie aussi de voir que certaines personnes sont attirés par cette volonté d'aider leur pays, de représenter leur pays. C'est une démarche civique dans laquelle n'importe quel Africain, pas simplement sénégalais, devrait se sentir concerné. On a parlé, pendant un certain temps d'ailleurs, par le biais de ma très chère sœur Nina ou de mon très cher frère Mohamed El Habib, donc de votre double casquette. Votre casquette à la fois liée en tant que conseiller à la jeunesse auprès du président ou conseiller des sports auprès du président. On va, si vous le permettez, circonscrire cette fois-ci dans le cadre de ma réflexion et de ma question, votre rôle à celui de simplement conseiller du président. Exactement. Dans un gouvernement qui aujourd'hui vit dans une période de crise réelle sur le terrain économique, une crise mondiale, l'une des pires crises qu'on n'a jamais connues. C'est la pire crise du XXIe siècle, ça c'est clair, il n'y en a pas d'autre, puisqu'on est au début et c'est... Même par rapport au XXe siècle, quand on parle de la crise de 1929, objectivement, cette crise-là, structurellement parlant, n'a pas grand-chose à lui envier. Exactement. Et dans ce cadre-là, évidemment, forcément, les inégalités, le mécontentement auprès de cette jeunesse est de plus en plus croissant. On se rend compte dans différents pays d'Afrique, et a fortiori in extenso au Sénégal, que la jeunesse se sent plus que jamais désabusée par rapport à cette notion de chômage galopant, d'accord, qui est plus que jamais présent dans cette nation, qui est présent dans d'autres nations aussi. Hein, je veux dire que ce n'est pas un cas spécifiquement africain, que ce soit en Asie c'est un peu plus complexe, mais en tout cas en Europe et dans d'autres pays. Et en Afrique, évidemment, ce taux de chômage va en grandissant. Je rejoins mon frère Mohamed El Habib en disant que l'État ne peut pas tout faire. Et puis de toute façon, il y a des propos dans les livres qui sont marqués qui disent que une nation, Dieu ne changera pas une nation tant que cette nation ne changera pas elle-même. Je le dis avec mes mots et que Dieu me préserve si je n'emploie pas les termes exacts. Mais tout ça pour dire qu'il y va évidemment de la responsabilité de cette jeunesse, de se prendre en charge, de se prendre en main. Mais il n'empêche qu'il y a un dégoût vis-à-vis des élites dont vous faites partie. Et c'est là où j'y viens. J'espère que vous ne vous lèverez pas du haut de vos 2 mètres et quelques pour par la suite vous exprimer votre mécontentement, mais il faut qu'on soit aussi sincère et réel, puisque vous l'êtes avec nous, je pense, même si vous usez un petit peu de la langue de bois, à mon sens. Cette jeunesse est dépitée et dégoûtée par rapport aux élites. Quand je parlais du fait qu'on vous recevez aujourd'hui, chose que je fais souvent, je prospecte dans les quartiers, un petit peu comme Platon prospectait dans les rues d'Athènes. Hein, et la réponse que j'ai souvent, c'est que bon, on aime le frère en tant que basketteur, mais là, il a rejoint un camp de personnes qui sont pour la plupart dans la corruption, de personnes qui sont là pour se servir de la politique pour leurs propres intérêts, mais qui ne servent pas le peuple. Et j'en reviens donc à cette réalité. Je comparais récemment, parce que j'ai des amis, pas mal d'amis en Bolivie, qui est l'un des pays qui, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est un pays pauvre, mais c'est à la fois un pays qui est quand même plus riche que le Sénégal. C'est quand même assez paradoxal. Et lorsqu'on voit le comportement des élites en Bolivie autour de Evo Morales, qui est un très grand président, un très grand penseur, un très grand activiste de la rénovation de son pays, Evo Morales est dans une notion d'humilité. Il est dans une notion de respect de la population. Il est dans une notion de respect de la jeunesse. Quand la jeunesse le voit, elle ne se dit pas « Ah, ils s'en met plein les poches pendant que nous, on est en train de galérer ». Quand la jeunesse le voit, elle se dit que c'est quelqu'un qui est dans cette humilité, ce qui n'empêche pas qu'il puisse avoir de l'argent. On ne demande pas, c'est-à-dire que souvent la caricature quand on parle d'égalité, c'est que certains abrutis vont vous dire que oui, en gros, on veut que tout le monde soit pauvre. Non, ce n'est pas le schéma. On veut qu'il y ait une répartition égale des richesses et qu'il y ait un exemple qui soit donné par le haut. Exactement. Et quand on va dans un pays qui est plus pauvre que la Bolivie, hein, en l'occurrence le Sénégal, on se rend compte qu'on voit des élites. Quand je suis venu en Afrique, je ne pouvais pas imaginer que j'allais voir autant de 4x4 Cayenne au kilomètre carré, sans donner de marque, excusez-moi, ou je ne donnerai pas le nom des grosses marques de voitures que l'on peut voir à différents endroits, des costumes ruisselants, où on a l'impression véritablement que c'est le budget de certaines familles qu'on devrait avoir pour avoir certains costumes. Et on se dit,
quand on met cet élément-là dans la balance du paradigme de la jeunesse, on comprend que celle-ci soit députée. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème économique ou ce n'est pas le problème de l'environnement social qui fait qu'aujourd'hui il y a une crise au sein de cette jeunesse, ou une crise de confiance vis-à-vis des élites et du gouvernement dont vous faites partie, mais c'est parce qu'on a ce sentiment qu'il y a deux mondes. Il y a la base et il y a l'élite. Il y a une élite africaine qui est dans le paraître, pas simplement dans le paraître, c'est aussi dans les biens mal acquis. On ne va pas revenir sur les propos et sur l'attitude ou sur l'enquête qu'il y a vis-à-vis de Karim Ouad actuellement pour en discuter longuement, mais peut-être que je pense qu'on se rejoindra sur ce sujet. Mais vous-même qui avez adhéré avec une volonté, avec une sincérité, quand vous voyez, et je vous demande là aussi de ne pas avoir la langue de bois, quand vous voyez le comportement de ces élites-là aujourd'hui, sans être dans un tout est positif d'un côté, tout est mauvais de l'autre, il y a une nuance à avoir évidemment. Mais est-ce que vous comprenez, ou du moins comment pouvez-vous expliquer que des pays plus riches que les vôtres, comme la Bolivie notamment, ou d'autres pays en Amérique latine, qui bien souvent nous montrent l'exemple sur la démarche de dignité de soi à avoir, sont dans cette logique d'agir en étant en conformité avec le peuple et en essayant de porter le peuple, en avançant avec lui, sans lui donner la sensation que nous sommes les puissants, vous êtes les prolétaires. Comment expliquez-vous qu'eux qui ont plus de moyens que vous sont dans une démarche d'humilité, alors que vous, qui êtes plus pauvres que en tout cas nous autres, puisqu'on est dans ce pays qui est le Sénégal, on est censé être plus pauvres que des pays comme la Bolivie, on se retrouve avec des dirigeants dont on a l'impression qu'ils font partie du G20 ou qu'ils font partie des pays les plus puissants du monde. Quand on vous voit, vous n'avez rien à envier à certains dirigeants des États-Unis ou même d'autres pays. On se pose des questions quand même. Donc, je vous le dis comme je le pense. J'ai l'impression que vous êtes... Quand vous dites vous, c'est moi ou bien c'est... mais vous voyez, vous prenez la mouche déjà. Non, pas attention, attention. Quelle appellation. Non, j'ai bien compris, je vous taquine aussi en retour. Mais quand je dis vous, c'est vous êtes le conseiller du président. Vous avez choisi de rentrer dans cette politique. Exactement. Et vous en assumez. Moi, je vous encourage à ça. Voilà, mais maintenant, le courage, c'est aussi d'assumer les dérives qui sont parfois effectuées, pas simplement par le gouvernement Macky Sall, parce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps en réalité. Beaucoup de gens sont venus avec des espoirs. On va changer les choses, on va changer la mentalité africaine, on va se débarrasser du colonialisme occidental et on se rend compte qu'on a les mêmes stigmates, les mêmes réflexes, les mêmes défauts et c'est là-dessus que je veux en venir vis-à-vis de vous. Exactement. Quel est votre regard par rapport à ça? Voilà, j'apprécie bien le commentaire d'abord et ensuite la question. Parce que ce qui est important à savoir ici, qu'on a le choix, le choix en tant que jeune, de se démarquer de ce monde d'hommes politiques qui, d'abord, a les rênes de notre destinée, ou bien d'entrer dans ce monde pour aussi agir nous-mêmes. Pour le changer. Pour le changer. Voilà. Ou pour s'y conformer. Voilà. Parce qu'il y en a qui s'y conforment. Voilà, exactement. Peut-être c'est votre cas. Peut-être. L'avenir jugera. Ce qui est important à savoir, que par exemple, moi, je n'aime pas dire moi, parce que malheureusement, je me considère tout petit dans ce monde et dans cet arsenal. Mais ce qui est important à savoir ici, c'est que chaque jeune aujourd'hui, ou bien chaque Sénégalais qui ne s'engage pas, laisse la place à un autre Sénégalais beaucoup moins civique, beaucoup moins, je ne sais pas, beaucoup... Mais vous êtes extrêmement malin parce que vous êtes en train de décaler le débat. Non, absolument pas le débat. Non, le débat... Parce que le débat n'est pas de rentrer en politique ou de ne pas y rentrer. On fait partie, si vous avez regardé l'émission précédente avant que vous soyez là ce soir aujourd'hui, il était dit qu'on encourageait les gens plutôt que de critiquer, à rentrer, mais pour le changer. Il y a deux voies. Voilà. Il y a ceux qui rentrent pour s'y conformer, qui sont des révolutionnaires dehors, et quand ils sont à l'intérieur, ils deviennent des bureaucrates. Voilà, et il y a ceux qui rentrent pour le changer. Ce que je suis en train de dire, c'est que je dis pourquoi on doit rentrer. Après, je dirai ce que je pense de ce qu'il faut faire. Sachez qu'on est d'accord sur le pourquoi. Voilà, donc ce que je pense, ce que je suggère à mes amis sénégalais, à mes compatriotes, c'est qu'aujourd'hui, notre destinée est commun. Nous avons un destin commun. Un destin commun de veiller à ce que le Sénégal soit bien géré. Et si on se met à la marge, quelqu'un d'autre va prendre notre place et va nous donner une directive, peut-être qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on est obligé de prendre parce que c'est lui qui dirige. Donc, en ce sens, moi, c'est ce qui m'a poussé à m'engager en politique. C'est ce qui fait que vous avez ce respect sur ce terrain-là. Exactement. Une attitude volontariste. Donc, aujourd'hui, on entre. On a aussi le choix. Le choix de se conformer à ce qui est à l'intérieur ou bien d'avoir une autre voie
c'est de vraiment changer. Je compte sous la directive de celui sur qui j'ai confiance. Parce que aussi, j'ai choisi Macky Sall parce qu'il n'était pas le plus beau. Ce n'est pas parce qu'il était le plus beau, ou peut-être le plus jeune ou le plus intelligent. Mais je crois à ses valeurs. Je crois que lui aussi, il avait les valeurs d'humilité. Parce que je l'ai côtoyé avant de m'allier avec lui. En même temps, après le président Abdoulaye Wade, ce n'est pas difficile de paraître plus humble. On est d'accord? Parce que le président Abdoulaye Wade était quelqu'un qui était dans la certitude, dans la... C'est pas un reproche. Moi, je ne connais pas Wade. Non, je ne le connais pas plus que vous. Voilà, moi, je n'ai jamais vu de personne comme ça. Je n'ai jamais rencontré Wade, je n'ai jamais serré sa main. On n'a pas besoin de ça pour savoir décrire des comportements. Ce qui est sûr, c'est que je connais le président Macky Sall. Je l'ai connu. Et lui aussi, il m'a donné la confiance de dire que, écoute, avec ce gars-là, on a une chance de changer. Et je crois qu'il est aussi dans la même logique. Les interprétations peuvent être différentes. Les gens peuvent interpréter les choses différemment et dire qu'écoute, il est dans la même lignée, il fait la même chose. Ça, c'est une interprétation et chacun est libre de faire ce qu'il... Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le gars, monsieur le président de la République. Le gars. On est dans la street. Voilà, non, je m'excuse. Il paraît que lui-même, il paraît que Macky Sall lui-même. Monsieur le président de la République, aujourd'hui, il n'est pas, le monsieur le président n'est pas dans cette histoire. Il ne veut pas m'écouter. Il ne veut pas m'écouter. Pourtant, c'est important. Parce que vous venez de faire le même lapsus. Je pense que le chef de l'État lui-même a fait lors d'une de ses sorties récentes, en s'adressant à l'ancien président du Sénégal. Il paraîtrait qu'il lui a dit, le gars, vous pensez que c'est... Vous répétez la même chose sur le plateau. Est-ce que c'est le président de la République du Sénégal? C'est une mode aujourd'hui au palais. Le président de la République du Sénégal est un homme très courtois, un homme très poli, très disciplinaire. Un lapsus peut y avoir un lapsus dans chaque langage. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le président est un président plein de respect, qui vraiment incarne le respect lui-même. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a choisi et on essaie d'aller dresser dans ces lignes. Et aujourd'hui, je crois qu'il est en train de cultiver le Sénégal dans la bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'argent du peuple. Vous touchez en plein cœur. Franchement, je vais vous dire, du fond du cœur et les yeux dans les yeux, quand vous tenez ce discours, vous me touchez en plein cœur. Mon cœur bouge, vous n'avez pas répondu à la question. Voilà. C'est-à-dire que... si tu parles... Alors, reposez la question. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Même si vous me touchez, je vous dis, mon cœur a fait des va-et-vient, là, j'étais très surpris. Non, vraiment, vous avez séduit mon cœur. Mais le problème, c'est qu'en effet, on n'avait pas répondu à la question, parce qu'on vous demande une question de fond qui est très simple, qui est, est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui soit aujourd'hui à la place à laquelle il est aujourd'hui, sur le terrain économique, sur le terrain de l'échelle mondiale, sur le terrain même de son PIB comparativement à d'autres, est des dirigeants qui ne comprennent pas, ne serait-ce que même sur le terrain stratégique, que pour se faire comprendre du peuple, il faut l'accompagner et il faut être à son niveau. Quand Evo Morales, je vous le dis, je vais donner même un exemple peut-être stupide, vous allez aimer ou pas aimer, mais l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, qui ne va peut-être pas plaire à certains hommes politiques. Pourquoi pas? Ah non, je ne parle pas d'un pays souverain. Je ne parle pas à vous, en tout cas. Bon, moi je l'apprécie profondément, je n'ai pas peur de le dire. Mahmoud Ahmadinejad, ancien président d'Iran, ingénieur, surdiplômé, qui avait de l'argent. Avant de rentrer en politique, il avait son argent. Vous le voyez en chemise, vous le voyez en tenue qui est en adéquation avec la réalité quotidienne du peuple iranien. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des mécontentements instrumentalisés par des forces exogène, mais il n'en demeure pas moins qu'il était proche du peuple. Des gens comme Evo Morales, des gens comme Hugo Chavez, le défunt Hugo Chavez et paix sur lui, étaient proches du peuple. Et je dis que l'un des plus gros problèmes que les gouvernants africains et que le gouvernement sénégalais a aujourd'hui, même s'il est moindre comparativement à celui du président Wade, je dois aussi le reconnaître, c'est qu'on n'a toujours pas compris en 2014 que pour éviter déjà une partie des critiques qui peuvent être justifiées, parfois elles ne le sont pas,
Parce que, comme vous l'avez dit, l'appareil d'État est lent. Il y a des choses qui sont difficiles à changer. Exactement. Mais il y a une question aussi comment dirais-je, de modelage, une question de forme. Vous ne pouvez pas arriver habillé comme Puff Daddy dans un pays l'un des pays les plus pauvres du monde. Il faut dire les choses. L'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, même s'il y a des tas de choses qu'on peut développer, et venir avec des Rolex, enfin, excusez-moi, je dis des marques, on va dire des Roulox, ou tout ce que vous voulez, etc., avec des Mercouches, Mercoudes, etc., en voiture, et pendant qu'il y en a certaines personnes qui ont du mal, ne serait-ce qu'à se déplacer, certains n'ont pas les moyens, il y a des endroits où on n'a pas de route, genre qu'il faut aussi s'harmoniser avec la réalité du peuple africain à l'heure actuelle. Je pense que ça me paraît quand même pertinent. Mais je dis pour vraiment vous calmer, on peut... Je suis très calme, hein. Ah non, je dis avec amour. Hein? Non, je suis votre gars. C'est pour toi aussi. Hein? C'est pour dire que, écoute, bon, moi, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de montre. Ensuite, j'ai pris la plus belle chemise et mon meilleur veste. C'est tout simplement pour m'accommoder à vous. C'est vraiment un sentiment de respect. Mon boubou. Voilà, pour vraiment montrer swag. combien je vous respecte. Ça, vraiment, je l'ai fait et j'ai pris le choix de le faire. Donc, je crois que c'est une question de fond. Ok, il faut vraiment réfléchir. Mais ce qui est important, c'est que c'est ce sentiment-là qui a poussé aujourd'hui à ce qu'on appelle la quête des biens mal acquis. Exactement. Parce que tout simplement, il y avait un total décalage entre celui qui gouvernait et celui qui est gouverné. Mais est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui aussi, il y a des trucs qui sont mis en place pour nous aussi. Il y a l'OFNAC qui va fonctionner pour nous. Et on n'a pas le temps. Mais qui a commencé à fonctionner. Il y a des gens qui sont mis en place, l'arrêté est mis en place, et que les dérives ne sont plus acceptées. Quoi qu'on dise, parce qu'il faut aussi oser se dire la vérité. Il faut critiquer dans ce pays, et c'est ce qui avance. Mais quand même, il faut encourager quelque chose quand de belles choses sont faites. Aujourd'hui, il n'est pas permis, ni à moi, ni à personne d'autre qui soit aux entourages du chef de l'État, d'avoir certains comportements. Le chef de l'État a un comportement qui est d'abord poussé, qui est orienté vers la proximité avec le peuple. C'est pour ces raisons qu'il a demandé à ce qu'on aille dans les régions pour faire des conseils de ministres. C'est pour ces raisons qu'il voyage tout le temps vers les villages. Et comment expliquez-vous que certains se sentent toujours... En même temps, on me signale que le temps est terminé. Malheureusement, c'était un échange extrêmement intéressant, mais je pense que, en fait, il est revenu sur ça largement. Je crois qu'on a quand même eu également le regret de voir un collaborateur du chef de l'État jeter des billets de banque, d'accord, au vu aussi de tout le monde, et après de l'assumer. Ça, je pense que c'est un problème, c'est la paupérisation. Et pour aller beaucoup plus profondément au fond de cette question-là, je crois que je rejoins mon ami Kémy, par rapport, n'est-ce pas, donc, à l'élite africaine liée à ce comportement-là. Mais je crois que c'est aussi un problème fondamentalement africain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. Je crois qu'en Afrique, on développe beaucoup le culte de la personnalité. D'accord? Qu'on soit autour du pouvoir ou même dans le peuple. C'est vrai. Vous verrez des petits salariés, cadres moyens, etc., qui vont s'acheter des choses mais extraordinaires, qui n'en ont vraiment pas besoin, des 4x4 rutulantes, etc. Donc je crois que c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on ait le courage de réfléchir, si on veut en tout cas aller de l'avant, de pointer le doigt dans la plaie. Mais, toute chose étant dite, c'est justement l'élite qui devrait prendre sur elle la responsabilité de montrer le bon exemple, n'est-ce pas, donc d'emprunter le droit chemin, pour que quand même qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Le message du président de la République à la fin de l'année, c'était l'année dernière, mais on n'en a pas vu cette année. Monsieur le Président Macky Sall et Madame Marième Sall vous présentent les meilleurs vœux de 2013 et tout. C'était vraiment une façon de compter, se rapprocher un peu de compter des les Sénégalais parmi vraiment certainement, en tout cas, monsieur Ndiaye, les gens les plus proches, mais malheureusement, c'est des choses qu'il faut continuer à faire. Et la Bible disait qu'il est mal conseillé en termes de communication, et malheureusement, il est entouré de spécialistes de communication. Il n'y en a pas eu autant. C'est un gouvernement de communicants. Comme l'ancien régime était constitué d'avocats et au lieu de toucher là où ça fait mal, genre le président qui va acheter un mouton, je me dis qu'il n'y a pas besoin. Ça pose problème. C'est le talon d'Achille, peut-être, du chef de l'État. Ils veulent communiquer, mais je trouve qu'ils le font. De la communication gouvernementale. Il faut conseiller le président sur ce terrain-là, vraiment. Il faut vraiment bien le conseiller sur le fait de
faire attention aux apparences, faire attention à l'image, faire attention à l'image qu'on donne au peuple, parce que le peuple a élu une élite pour un rôle précis. Voilà. Et si on déroge de ce rôle, il ne faut pas s'étonner que les gens soient moins patients qu'ils ont pu l'être par le passé. Vous me direz que la critique est facile, mais malheureusement, le pouvoir, c'est ça aussi, les avantages et les inconvénients. Et surtout être franc avec le peuple. En tout cas, merci. Jamais, c'est passionnant de parler du Sénégal que nous partageons, c'est passionnant de parler de l'Afrique. Et donc, ça a été un plaisir, n'est-ce pas, donc, de passer ces moments-là avec vous, M. Ndiaye. Nous vous remercions d'être vraiment passé sur notre plateau et nous vous remercions également d'avoir eu beaucoup de réparties. Je crois que Kémy en parlait, souvent peut-être avec beaucoup de langue de bois, mais enfin, dans toute évidence, vous avez été là pour le peuple, n'est-ce pas, donc par qui vous êtes investi de vos charges et de vos missions. Vous allez rester avec nous, certainement, pour terminer pour dernier mot, pour vraiment vous remercier aussi de la hauteur du débat, parce que je suis très content d'avoir participé au grand rendez-vous, parce que tout simplement, sans vous jeter des fleurs, hein, parce que vous m'avez bien tapé dessus. Non, vous êtes trop grand pour ça. Voilà, je sais. Mais bon, mais ce qui est important, c'est que le débat est levé. Et que nous tous, aujourd'hui, dans ce pays, avons la responsabilité d'abord d'élever le débat politique. Parce qu'il ne peut pas y avoir aussi, dans ce Sénégal aujourd'hui, et que nous aspirons à un développement, qu'on ait des débats de bas étage, un débat de borne-fontaine. Ça, il faut vraiment continuer à pousser. En ayant cette démarche d'humilité. Ça, vraiment, je vous le dis. Parce que tous les politiciens ne seraient pas capables d'accepter des critiques constructives. Et c'est ça qui manque beaucoup à la classe dirigeante africaine. Et ça, rien que pour ça, vraiment, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi. Je lance un dernier appel vraiment à la jeunesse du pays, que vraiment continuer à avoir l'espoir, mais aussi continuer à travailler pour que vraiment demain on puisse porter le développement de ce pays. Parce que le pays nous appartient, on ne peut pas rester à côté et critiquer, c'est simple, mais aussi il faut participer, il faut suggérer, il faut faire ce qu'il faut faire pour que demain on puisse porter aussi, on puisse compter aussi comme étant une nation émergente, une nation à laquelle on peut avoir espoir et que pour vraiment compter comme les nations leaders de l'Afrique. Inch'Allah. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous allez rester, nous prions.